Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Sopra Steria, un leader français des entreprises de services numériques. On est sur un cours d'action qui a bien dévissé depuis les plus hauts d'avril 2024. On est bien à 25-30% de ces plus hauts. Est-ce que le moment est intéressant pour entrer sur Sopra Steria? On va regarder ça ensemble. Évidemment, ça baisse à cause du contexte géopolitique actuel, mais il y a aussi un bas de cycle sur les ESN, comme on va le voir sur la variation du chiffre d'affaires. On est sur une croissance médiane de 7% en 10 ans. Sur 2024, on ralentit à 5,5%. Donc c'est pas encourageant, on est sur un bas de cycle, hein. On voit que ça ralentit bien depuis 2021. Les ESN souffrent toutes, Sopra Steria comme les autres, mais Capgemini également. On a Neuron qui résiste bien par contre, qui a un bon petit dossier. Si vous cherchez une ESN avec une bonne résistance, une bonne visibilité sur les cash flows. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est pas non plus la panique à bord, hein. C'est sûr qu'on était habitué à une croissance plus forte, maintenant ça reste correct. Sopra Steria est également coutumière des acquisitions. On a eu une fusion, la fusion Sopra Steria, c'était plutôt en 2014-2015. Ensuite, on a continué à accumuler des dossiers, à racheter des petites entreprises. En 2023, on a fait une énorme acquisition. On a doublé, on a fait 700 millions d'acquisitions, donc ça vient alimenter la croissance, qui est maintenant surtout une croissance externe, plutôt qu'organique, à mon avis. Alors, les taux de marge maintenant, le taux de marge brut est en forte augmentation. Il faut voir comment est-ce qu'ils mettent dans le taux de marge brut. Je pense qu'ils mettent les salaires des ingénieurs, et donc il y a eu une période quand même inflationniste sur 2022, où justement la marge a un peu baissé ici, on peut le voir, mais depuis ça se rétablit. L'entreprise arrive quand même à monter ses prix, ça c'est pas mal. Le taux de marge d'EBITDA suit plus ou moins cette variation. Il y a eu un décrochage sur un trimestre en 2024, mais ça se rétablit depuis. On va dire que c'est pas si mal. Le taux de marge d'EBITDA est à 11,1%, donc c'est correct, on va dire. Avec un taux de marge net, en revanche, qui est un peu faible, à 4,5%. Bon, on est au-dessus de la médiane, c'est pas si mal. Maintenant, ça suit pas la même trajectoire que les deux autres taux de marge. Donc il y a peut-être un problème, on va dire, au niveau du résultat financier qui impacte. Donc on est peut-être trop lourdement endetté. Pour faire des acquisitions, on lève de la dette, et si les taux montent, ça impacte le résultat financier. On peut quand même comparer par rapport au taux de marge de free cash flow. On est beaucoup plus élevé que ça, hein. Donc ici, en fait, en réalité, on a de l'exceptionnel, on a des dépenses non cash qui font que ça baisse le résultat net, mais pas les free cash flow. Alors, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow, comme d'habitude. On est sur les free cash flow qui sont largement plus élevés que les bénéfices nets. Ça s'est croisé depuis 2018, et puis là, l'écart ne fait que grandir. Alors, d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce qu'on a une variation favorable du BFR? Oui, 645 millions, donc ça aide un petit peu. Ensuite, est-ce qu'on a des dépenses en capital moins élevées que les dépréciations et amortissements? Oui, c'est le cas depuis 2020. Donc là, on a peut-être changé de modèle. On fait peut-être moins de dépenses en capital. Il y avait une partie édition de logiciels chez Sopra Steria. C'est plus, je pense que la proportion a changé maintenant, et qui sont revenus plus vers un modèle de CN classique, ou au contraire. Donc à vérifier, ils ont peut-être changé de stratégie. En tout cas, on fait plus autant de dépenses en capital qu'avant, donc ça dégage 2 milliards. On voit que la croissance ralentit, mais je suis pas sûr que c'est à cause de cette baisse de dépenses en capital, hein. Moi je pense que c'est juste qu'ils ont changé de modèle. On a également des dépenses non cash, à mon avis, ici aux ordres de cash item pour 2 milliards, donc là il faut aller voir dans le tableau de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette, parce que ça représente mieux ce que gagne réellement l'entreprise. Alors, on va regarder le rendement des capitaux investis. La rentabilité opérationnelle, elle est au plus haut sur 10 ans. Si on dézoome un petit peu, elle est peut-être au plus haut depuis 2011, hein. Donc on est pas mal, hein, sur la rentabilité. Là, on est sur un niveau de rentabilité qui est supérieur à la croissance, donc on va pouvoir dégager beaucoup de cash, ce qui va servir au désendettement, à la rémunération des actionnaires, et éventuellement faire des acquisitions. On peut maintenant regarder la dette. Alors, elle a bien baissé depuis juin 2024. On a quand même réduit la dette de 700 millions, donc ça c'est très bien. On est endetté à 1,3 fois l'EBITDA, donc c'est pas grand chose, et ça c'est plutôt bien. Le bilan n'est pas trop lourd, ça représente un peu plus, pareil, 1,5 fois les free cash flow, donc pas de problème sur la dette, on se désendette bien. Ça dégage du cash pour rémunérer l'actionnaire. Alors, le dividende. On est sur quasiment 3% de dividendes, hein, c'est intéressant. Sur un niveau, pour une entreprise de croissance, ça commence à devenir des niveaux intéressants. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de croissance, donc c'est aussi pour ça que le rendement est intéressant. Si on regarde la
le rendement de l'actionnaire, donc on a un rachat d'actions assez important en 2025. Donc ça c'est pas mal, hein. On a bien racheté les actions, si c'est pas un problème du logiciel, parce qu'une pente aussi abrupte, c'est un peu surprenant. Mais si on inclut ce rachat d'actions, on est sur un rendement d'actionnaire à 6,8%, ce qui est quand même élevé, hein. Ce qu'on voit en plus, c'est que les dividendes représentent qu'un cinquième des free cash flow, donc on a largement de quoi continuer cette rémunération d'actionnaire. Donc ce qu'on voit ici, c'est très bon. Ensuite, on va aller regarder la valorisation. On a encore un peu de dette, donc on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, vous avez une décote, hein, ça c'est sûr. Alors, on n'a pas le niveau de décote de mars 2020, mais on n'est pas très loin, hein. Donc le multiple médian de valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est 8. À l'heure actuelle, on a 5,6. Ça vous offre bien 30% de décote. Donc là, marge de sécurité, hein. Vraiment, c'est pas mal, hein, à ce niveau-là. Donc, conclusion du dossier. Évidemment, on est dans un bas de cycle. Ça reste un dossier qualitatif, hein, donc on est sur des multiples qui sont value. On est sur un rendement d'actionnaire qui est intéressant. Le désendettement se poursuit. Donc, c'est pas, à mon avis, c'est pas bête de commencer à s'intéresser à ce dossier dans l'espoir d'une reprise du cycle des dépenses, en gros, en IT des donneurs d'ordre. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.